Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Bonne écoute à tous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une très belle ambition, l'école pour tous. Bonjour, oui, une ambition forte. Mais est-ce que c'est vraiment une réalité en France aujourd'hui ? Le droit à l'éducation, c'est la base, mais voilà, on entend des voix comme celle du collectif #École pour tous, Oui, qui alerte sur le fait que des dizaines de milliers d'enfants seraient encore exclus du système. effectivement, l'inclusion scolaire, c'est un vaste chantier en France. C'est complexe. On essaye de jongler entre des objectifs politiques, ambitieux, des structures qui changent tout le temps, comme les nouveaux pôles d'appui à la scolarité, les PASS, Oui, on va en parler. et puis des outils numériques qui semblent prometteurs, le livret de parcours inclusif par exemple. Mais bon, sur le terrain, les difficultés, les frustrations, elles sont bien là. Alors, pour préparer cette discussion, on a regardé pas mal de choses. Des textes officiels, évidemment, la loi, les feuilles de route du gouvernement, après la Conférence nationale du handicap. Les guides de bonne pratique aussi. Exactement. Des plateformes de ressources pédagogiques. Et puis, on a écouté ce que dit ce collectif, #École pour tous. Il représente des jeunes qui se sentent mis de côté. Tout à fait. L'objectif, donc, c'est de décrypter un peu tout ça, ce système qui se construit. Voir ce qui avance, les innovations comme ces fameux PAES, mais aussi confronter tout ça aux réalités du terrain, aux critiques. Comprendre les écarts, en fait, entre les annonces et le vécu. C'est ça, les tensions entre l'affichage et la réalité. Bon, commençons par le début. Cette idée, l'école pour tous, elle vient d'où au fond ? C'est vraiment au cœur de notre modèle républicain. L'article 1 du Code de l'éducation, il est très clair là-dessus. Le service public de l'éducation doit veiller à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Et c'était déjà dans la grande loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances. C'est pas nouveau comme principe. Mais on sent une accélération récente, non ? Une volonté politique réaffirmée. Ah oui, clairement. La Conférence nationale du handicap, en avril 2023, a lancé ce qu'ils appellent l'acte 2 de l'école inclusive. C'est présenté comme une priorité du gouvernement. Et ça s'inscrit aussi dans un cadre plus large, international. Tout à fait. Ça correspond à l'objectif de développement durable numéro 4 de l'ONU, assurer une éducation de qualité pour tous d'ici 2030. Donc, il y a une pression, une convergence, disons. Quand on parle d'inclusion, on pense souvent d'abord aux élèves en situation de handicap. Oui, c'est l'image la plus fréquente. Et d'ailleurs, les chiffres montrent qu'ils sont de plus en plus nombreux à être scolarisés en milieu ordinaire. Plus de 436 000 à la rentrée 2022. C'est une grosse augmentation, plus 34% en 5 ans. C'est vrai, la progression est notable. Mais l'inclusion, l'approche inclusive, c'est plus large que juste l'handicap reconnu. Ah oui, et ça c'est vraiment crucial de le comprendre. L'école inclusive, elle doit répondre aux besoins éducatifs particuliers, les EBP, comme on dit, de tous les élèves. Donc ça va au-delà de ceux qui ont une reconnaissance de la MDPH. Exactement. Ça inclut aussi les élèves qui ont de grosses difficultés scolaires. Les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, etc. Les enfants qu'on appelle à haut potentiel, les nouveaux arrivants qui parlent pas encore bien français, les enfants malades ou même ceux qui traversent une période difficile passagère. C'est une vision très large alors. Oui, une vision globale des besoins. Ce qui rend le contraste encore plus saisissant. D'un côté, cette volonté politique, ces chiffres qui augmentent pour le handicap, et de l'autre, ce collectif, #École pour tous, qui nous parle de 100 000 jeunes sur le carreau. Comment on explique un tel fossé ? C'est toute la difficulté entre la loi, les belles intentions, les structures qu'on essaie de mettre en place et ce que vivent les gens au quotidien. Il y a des ratés, des trous dans la raquette, quoi. Ce chiffre de 100 000, il est interpellant. Oui, alors il faut le prendre avec précaution parce qu'il regroupe sûrement des situations très différentes, mais il met le doigt là où ça fait mal, sur des exclusions réelles ou des scolarisations tellement partielles que ça ressemble à de l'exclusion. Ça existe encore malheureusement. Alors justement, creusons un peu ce que dit #École pour tous. Quelles sont les situations concrètes qu'il dénonce ? Il donne des exemples assez frappants. Par exemple, les mineurs non accompagnés, les MNA. Oui. Certains devraient passer des tests osseux pour vérifier leur âge, des tests qui sont d'ailleurs très contestés sur leur fiabilité. Et pendant toute la procédure, pas d'école, scolarisation suspendue. Suspendre le droit à l'école pour une procédure administrative douteuse. C'est quand même incroyable. C'est précisément ce que le collectif dénonce comme inacceptable. Il parle aussi de jeunes de la communauté des voyageurs qui seraient un peu mis à l'écart dans certaines classes. Une sorte de ségrégation. C'est le sentiment qu'ils expriment.
Ou des enfants qui vivent en bidonville et que certains maires refuseraient d'inscrire à l'école, alors que la loi les y oblige. Malgré la loi. Oui. Et puis il y a le cas d'étudiants de Mayotte qui seraient coincés là-bas. Leur titre de séjour les empêcherait de venir faire leurs études en métropole ou ailleurs. Ça pose vraiment la question de l'égalité d'accès à l'éducation sur tout le territoire. Exactement. Et ce collectif, il se contente pas de dénoncer, j'imagine. Il agit aussi. Oui, ils ont une double approche. D'abord, alerter, sensibiliser. Ils organisent des actions un peu coup de poing, comme « Vie ma vie de jeunes privés d'école ». Pour faire comprendre la réalité. C'est ça. Et ils interpellent les politiques. Ils ont écrit une lettre ouverte après un rapport parlementaire sur la pauvreté des enfants qui contenait, selon eux, des propos discriminatoires, voire xénophobes. Ils n'hésitent pas à monter au créneau. Non. Et d'un autre côté, ils essaient de proposer des solutions. Ah oui. Ils organisent des rencontres nationales pour que les gens du terrain puissent partager leurs expériences et réfléchir ensemble à des pistes concrètes. Ils demandent à être reçus par les institutions pour présenter leurs idées. Leur but, c'est que l'école pour tous ne soit plus juste un slogan, quoi. Voilà, qu'elle devienne une réalité vécue par chaque enfant, peu importe d'où il vient ou sa situation particulière. Alors, face à ces interpellations, à ces difficultés bien réelles, quelle est la réponse des institutions? Qu'est-ce qui a été décidé, notamment depuis cette fameuse conférence nationale du handicap de 2023? Alors, la CNH 2023, cet acte 2, a mis plusieurs choses sur la table. Un des gros morceaux, c'est l'adaptation de la pédagogie et surtout la formation des enseignants. Ah, la formation, le nerf de la guerre. Toujours. Un grand plan de formation est annoncé, en initial et en continu. L'idée, c'est de mieux préparer les profs à gérer la diversité des élèves qu'ils ont dans leur classe. Donc on veut renforcer les compétences directement dans l'école. C'est ça. Et aussi faire entrer davantage le soutien dans l'école. Une mesure assez nouvelle, c'est d'autoriser plus facilement l'intervention de professionnels du médico-social ou de la santé. Orthophonistes, psychomotriciens. Oui, même ceux qui sont libérales, qu'ils puissent venir travailler directement dans les écoles, pour simplifier les choses pour l'enfant et la famille, et pour que tout le monde travaille mieux ensemble. Et pour les ASH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, leur rôle est essentiel mais souvent précaire. Oui, c'est un sujet majeur. Une réforme est annoncée pour créer un nouveau métier, l'accompagnant à la réussite éducative ARE. ARE. Oui, ça regrouperait les ASH et les assistants d'éducation, les AED, les surveillants, si vous voulez. Le but affiché, c'est de leur permettre d'avoir un contrat temps plein s'ils le souhaitent. Ce qui est rare aujourd'hui. Très rare. Et qu'ils puissent intervenir sur tous les temps de l'enfant, la classe, mais aussi la cantine, l'étude, les activités périscolaires. C'est une tentative de mieux reconnaître et stabiliser ce métier. C'est une demande ancienne des associations et des personnels eux-mêmes. Absolument. Et du côté des structures spécialisées type IME, Institut médico-éducatif. Et là aussi, ça bouge, en théorie. L'idée, c'est qu'ils deviennent moins des lieux à part et plus des plateformes de services connectées aux écoles. Des plateformes, c'est-à-dire Qu'ils offrent leurs expertises, leurs interventions, de manière plus souple, en appui au parcours des enfants en milieu ordinaire. Il y a même un projet pilote pour installer physiquement, sans IME, à l'intérieur même d'écoles ou de collèges d'ici 2027. pour créer des ponts. Voilà, favoriser les passerelles. Et puis, un petit coup de pouce financier pour les centres de loisirs, via la CAF, pour qu'ils accueillent mieux les enfants handicapés pendant les vacances ou le mercredi. Bon, au milieu de tout ça, il y a cette nouvelle structure qui arrive, les pôles d'appui à la scolarité, les fameux PAIS. C'est vraiment la mesure phare, semble-t-il. C'est quoi exactement? Oui, c'est présenté comme ça. Les PAIS doivent remplacer petit à petit les PAIL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Qui n'ont pas forcément toujours bien fonctionné. Disons que le bilan est mitigé. La grande promesse des PAIS, c'est d'apporter une première réponse rapide, de proximité, quand un enseignant ou une famille signale un élève avec des besoins éducatifs particuliers. Les EBP? Exactement. Et surtout, de pouvoir agir sans attendre une décision de la MDPH. La MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, celle qui donne la reconnaissance officielle et les aides spécifiques, c'est bien ça? C'est ça. Et on sait que le chemin vers la MDPH peut être long, parfois très long. Donc le PAS, l'idée, c'est d'intervenir avant ou en même temps, dès qu'un besoin est repéré. C'est un pari sur la réactivité. Ça, c'est potentiellement un vrai changement. Fini d'attendre des mois pour avoir un premier avis ou une aide.
C'est l'ambition. Chaque PAS aura une petite équipe permanente. Un coordonnateur de l'éducation nationale, souvent un enseignant spécialisé, quelqu'un d'expérimenté, et un professionnel du médico-social, comme un éducateur spé. Un binôme éducation nationale médico-sociale. Voilà, à temps plein tous les deux. Et leur force, ce sera de pouvoir mobiliser plein de ressources. Le RASED, les profs ressources TND, la santé scolaire, les AESH bien sûr, mais aussi des équipes mobiles médico-sociales, des libéraux. Un vrai réseau. Et concrètement, ils font quoi pour un élève en difficulté? En première ligne, le PAS peut proposer des petits aménagements en classe, prêter ou même attribuer du matériel pédagogique adapté, le MPA, on va y revenir, organiser un soutien par un enseignant spécialisé du RASED, Des choses assez directes. oui, ou coordonner des interventions courtes de professionnels du médico-social, si les parents sont d'accord. Et puis, ils sont là aussi pour écouter les familles, les guider vers un diagnostic si on suspecte un trouble, ou les aider à monter le dossier MDPH si c'est nécessaire. Donc le PAS, il remplace pas la MDPH, mais il vient avant ou à côté, pour une aide plus rapide et plus intégrée à l'école. C'est exactement ça. Le PAS gérera aussi l'emploi du temps et l'affectation des AESH ou des futurs ARE qui, eux, dépendent toujours d'une décision MDPH. Et il doit aussi aider les écoles à être plus inclusives dans leur pratique générale. Le défi, ça va être que ça fonctionne partout pareil, avec les mêmes moyens. Évidemment, c'est le grand enjeu de la mise en œuvre réelle sur tout le territoire. Vous avez parlé du matériel pédagogique adapté, le MPA. Le PAS peut en donner directement? Oui, ça c'est une nouveauté importante issue de la CNH 2023. Avant, pour avoir un ordinateur adapté, un logiciel spécial, il fallait quasi obligatoirement passer par la MDPH. Et c'était long. Très long. Maintenant, le PAS pourra en attribuer directement pour répondre à un besoin vite identifié. Le circuit MDPH existe toujours, mais il y a cette nouvelle voie, plus rapide on espère. Ça touche déjà presque 60 000 élèves. L'objectif, c'est de réduire les délais de livraison, j'imagine. C'est le but numéro 1. En 2024, on était encore à 7,6 semaines en moyenne, avec d'énormes différences d'un département à l'autre. L'objectif, c'est 6 semaines d'ici 2026. Un guide de bonne pratique vient de sortir pour essayer d'y arriver. Et que dit ce guide, en gros? 3 choses principales. D'abord, il faut mieux organiser les services départementaux qui gèrent ces matériels, y mettre du personnel dédié. Ensuite, il faut que l'éducation nationale et les MDPH travaillent main dans la main. Anticiper les commandes, mieux décrire les besoins. Mieux communiquer, quoi. Voilà. Et enfin, point très important, il faut accompagner l'utilisation du matériel. C'est pas tout de livrer un ordinateur, il faut former le prof, l'élève, s'assurer que ça sert vraiment. Les référents numériques ont un rôle clé là-dedans. Et un budget spécifique MPA est aussi prévu. D'accord. Passons maintenant aux outils numériques qui sont censés aider dans tout ça. Il y a le livret de parcours inclusif, le LPI. C'est quoi son rôle? Le LPI, c'est une application nationale. Son but, c'est de centraliser toutes les infos sur le parcours d'un élève à besoins éducatifs particuliers, de regrouper au même endroit les différents plans PPRE, PAP, GEVASCO, PPS. Tous ces sigles qu'on a du mal à suivre parfois. Exactement. L'idée, c'est que ce soit plus clair pour les familles et que les professionnels de l'école, de la MDPH, puissent partager les infos de manière sécurisée. Fini les dossiers qui se perdent, les infos qu'on redemande tout le temps. Sur le papier, ça a l'air logique et utile. Oui, ça doit simplifier les démarches, assurer une continuité dans le suivi de l'élève, même s'il change d'école ou de niveau. Les accès sont différents selon qui se connecte, l'enseignant, le directeur, la MDPH, les parents. Et ça fonctionne déjà partout? C'est connecté avec tous les systèmes? C'est en cours de déploiement. La connexion avec les bas élèves de l'éducation nationale, ça marche. La connexion avec le système des MDPH, c'est prévu pour que les infos circulent mieux. Notamment pour le GEVASCO, cet outil qui sert à évaluer les besoins pour la MDPH. Et encore des développements prévus. Oui, jusqu'en 2027, pour intégrer d'autres documents comme le PAI pour les LR malades et pour avoir des outils de suivi, de pilotage. Mais bon, le succès de l'outil dépendra de son adoption par tout le monde sur le terrain. Faut que ça simplifie vraiment le travail, pas que ce soit une couche de complexité en plus. C'est le risque avec les outils numériques parfois. Toujours. Et pour aider les enseignants, là, dans leur classe au quotidien, il existe des ressources? Oui, il y a une plateforme qui s'appelle CAP École Inclusive. C'est géré par le réseau Canopé, qui dépend de l'Éducation nationale. C'est vraiment fait pour les profs et les ASH. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Plein de choses pratiques. Des grilles pour observer un élève, mieux comprendre ses difficultés, ses besoins. Et puis, des fiches avec des idées d'adaptation très concrètes. Comment simplifier une consigne, comment aménager l'environnement de la classe, comment aider à la communication. Des trucs très opérationnels. Oui,
On y trouve aussi des infos claires sur les différents troubles, l'autisme, les DIS, le TDAH, des synthèses fiables, C'est important d'avoir accès à une information validée. essentielles. La plateforme propose aussi une sélection d'outils numériques utiles, classés par fonction, aidés à lire, à écrire, à s'organiser. Et même une carte pour trouver les personnes ressources près de chez soi. C'est une vraie boîte à outils alors. Exactement. Une partie est en accès libre, l'autre demande une adresse mail académique. C'est vraiment pensé pour soutenir les équipes sur le terrain. D'accord. Si on prend un peu de recul maintenant, comment toute cette politique d'école inclusive s'intègre dans un cadre plus large, au niveau national et... Elle est cohérente avec les grandes priorités nationales où l'éducation est vue comme un investissement clé. C'est dans la Constitution, dans le Code de l'éducation. On peut aussi faire le lien avec d'autres politiques comme l'éducation au développement durable. L'idée de former des citoyens capables de vivre ensemble dans un monde complexe, ça rejoint l'esprit de l'inclusion. Et au niveau international, la France joue un rôle? Oui, la France est un acteur important de l'aide à l'éducation dans le monde. Elle participe au partenariat mondial pour l'éducation. Et bien sûr, elle essaie d'aligner ses politiques internes avec les grandes conventions internationales. Droits des personnes handicapées, droits de l'enfant. L'objectif de développement durable 4, c'est un peu la référence pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier les acteurs qui ne sont pas l'État. Ah non, surtout pas. Les associations font un travail énorme, de plaidoyer, d'accompagnement direct des familles, d'innovation parfois. Et les mairies, les départements, les régions, ils sont essentiels pour tout ce qui est locaux, transport, cantine. Sans ce tissu associatif et l'engagement des collectivités, l'inclusion resterait une idée abstraite. Bon, si on essaye de faire une synthèse, quels sont les progrès qu'on peut vraiment constater et où sont les défis qui restent à relever? Alors, les progrès, on ne peut pas les nier. Il y a objectivement plus d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire qu'avant. Les chiffres le montrent. Oui. Des structures comme les Ulysse se sont développées, les PAS arrivent, des outils comme le LPI sont là ou en train d'arriver, des ressources comme Cap École Inclusive existent, et on commence, doucement, à mieux reconnaître le travail des AESH ou futurs AER. Ça, ce sont les points positifs. Voilà. Mais Mais il y a un mais. les zones d'ombre, les difficultés, elles sont encore bien présentes. Ah oui, clairement. Le défi numéro 1, c'est l'effectivité. Est-ce qu'on arrive vraiment à toucher tous les enfants? Ceux dont parle #école pour tous, par exemple, ça, c'est pas gagné. Atteindre le dernier kilomètre, en quelque sorte, c'est ça. Le deuxième gros défi, c'est la qualité. C'est bien de mettre un enfant dans une classe ordinaire, mais est-ce qu'il apprend vraiment? Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il s'y sent bien? Passer de la simple présence à une vraie inclusion pédagogique et sociale, ça demande de changer les pratiques en profondeur. Et ça, c'est compliqué. Très compliqué. Et au niveau de l'organisation, de la mise en œuvre? Les défis sont énormes aussi. Déployer les PAS partout, de façon homogène, avec les bons moyens, c'est un pari. Réduire les délais d'attente pour le matériel, pour un diagnostic, pour une place en IME ou en CESAD, c'est crucial, et c'est pas encore fait. Le manque de place. Le manque de place, le manque de professionnels formés. Avoir assez d'enseignants formés, assez d'APRS, assez de personnels médico-sociaux disponibles, c'est la clé. Et puis, le défi de toujours, faire que tous ces mondes, l'école, le médico-social, la santé, les familles, les collectivités, arrivent enfin à travailler vraiment ensemble, de façon fluide. C'est pas encore naturel partout. Donc, pour résumer, la France met en place une stratégie d'inclusion scolaire qui a l'air assez complète sur le papier, des structures de proximité comme les PAS, des outils numériques comme le LPI, des ressources pour les profs avec Cap École Inclusive, une volonté de mieux traiter les accompagnants. C'est l'architecture qui se met en place, oui, c'est ambitieux. Mais les cris d'alerte, comme ceux de #école pour tous, nous rappellent de manière assez brutale qu'il y a encore un écart, parfois un gouffre, entre les plans dessinés à Paris et la réalité vécue par certains enfants, certaines familles sur le terrain. Le chemin est encore long. Très long. Les structures, les outils, c'est nécessaire, bien sûr, mais ça ne suffira sans doute pas. Et c'est sur cette idée qu'on va peut-être laisser nos auditeurs réfléchir. Au-delà des organigrammes, des budgets, des applications, qu'est-ce qu'il faut changer en profondeur dans notre culture, Pichu? Dans la culture de l'école, mais aussi dans la société en général, pour que l'inclusion, ce ne soit plus juste une procédure, un objectif dans un tableau Excel, mais que ça devienne une évidence, quelque chose de valorisé, une richesse pour tous et une expérience positive pour chaque enfant. Vaste question. On vous laisse méditer là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le.
Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.